Bonjour à tous, et bienvenue. Donc il est 5, je vous propose qu'on commence, ça fera venir les retardataires. Bienvenue donc dans cet atelier Faire intercommunalité avec le citoyen, une question de méthode. Bienvenue dans ce magnifique amphi. Je vous laisse profiter de mon intro pour la vue, parce qu'après ça va se fermer pour qu'on puisse travailler et que vous puissiez vous concentrer un petit peu. Oh là là, ils sont allés vite. Voilà, c'est fini. Donc bienvenue dans cet atelier, comme vous l'avez compris, qui est dédié à la démocratie participative. Quelques mots de contexte avant tout. Donc je me présente, Cécile Lacoche, je suis responsable de l'action régionale et en charge de ces questions à Intercôte-France avec Amélie Worms qui est ici présente. Quelques mots de contexte sur cet atelier. Intercôte-France, on a commencé à faire de la concertation déjà à partir de 2015 à peu près. On a édité un premier guide concerté à l'échelle intercommunale qui se posait un petit peu des questions sur presque à qui appartient le citoyen à cette époque-là. Et c'était déjà un guide qu'on avait édité avec Palabréo, dont on parlera tout à l'heure. Et puis est arrivé depuis lors, bien évidemment, le Covid qui a changé vos façons de travailler avec les citoyens, de travailler tout court d'ailleurs. Et on s'est dit que ça valait le coup de retravailler sur le sujet. L'année dernière, on a fait un atelier sur ce sujet-là. Ce qui est ressorti, c'est que vous aviez besoin de méthode. Donc, qu'à cela ne tienne, on vous a écouté. Et cette année, on a fait une enquête auprès des intercos. Donc, on a eu à peu près 217 répondants, mais Marie-Catherine en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et puis, on a édité un nouveau guide, donc qui est l'exclu de cette convention. Vous avez des petits flyers qui passent avec le QR code pour le retrouver dans vos rangs. Et ce nouveau guide, il est dédié à la méthode, c'est-à-dire concerté, d'accord, mais comment je fais, d'où je pars et jusqu'où je vais et comment est-ce que j'avance dans ces méthodes de concertation. Et l'atelier d'aujourd'hui, en s'appuyant sur le guide, l'idée c'est effectivement de parler de méthode et de voir comment est-ce qu'on fait au niveau des intercos pour concerter et pour faire avec les citoyens. Pour ça, je remercie grandement les intervenants qui sont là aujourd'hui. Et puis pour ne pas être toute seule à ouvrir cette rencontre, je vais leur proposer de se présenter eux-mêmes. Donc si vous voulez bien, dans l'ordre, peut-être Monsieur Balandreau. En plus, c'est l'ordre alphabétique. Très bien. Donc Joël Balandreau, je suis maire d'Évron en Mayenne, une commune de 8800 habitants, qui est une commune nouvelle qui en regroupe 3. Je suis président de la communauté de communes d'Éco-Évron. Et donc c'est un territoire rural de 27 000 habitants, rural et agro-industriel. Et je suis moi-même vétérinaire dans cet endroit-là. Et enfin, je l'étais, on l'est un peu pour la vie, mais en tout cas, je n'exerce plus. Et c'est le lieu où il y a le plus grand festival de bêtes à viande de France et peut-être d'Europe, le festival de la viande d'Évron, premier dimanche de septembre. Je vous souhaite les bienvenus. Bien, Jacques Biliry, moi je suis maire d'une commune de 1300 habitants, Fourques-sur-Garonne, président d'une agglomération, Val-de-Garonne agglomération, c'est autour de Marmande, sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse. Territoire aussi rural, beaucoup de production, mais plutôt légumière, tomates de Marmande, fraises de Lot-et-Garonne, enfin, tous ces produits-là. Et puis aussi avec un très très grand festival, mais là de musique, qui s'appelle le Garo Rock. Et moi, je suis Marie-Catherine Bernard, je dirige l'agence de concertation Palabréo. On est une petite agence qui travaillons principalement sur les territoires et avec les intercommunalités. On ne fait pas de festival. J'étais longtemps sur le terrain, mais je ne sais plus ce que je pourrais raconter comme festival de l'époque. Mais voilà, maintenant, notre passion, c'est la concertation. Merci beaucoup à tous les trois. Et je me permets de vous signaler, on a 3 intervenants, ce qui n'est pas beaucoup pour les congrès d'Intercôte-France, ce qui veut dire que le 4e, c'est vous. Dans l'idée, on ne veut pas faire un atelier concertation sans parler tous ensemble, ce serait complètement absurde. Et surtout, on a besoin de matière. Donc on a besoin que vous nous racontiez ce qui se passe sur vos territoires. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Qu'est-ce qui bloque? Vous allez voir qu'on va faire de la méthodo. Marie-Catherine, alors c'est la seule que j'appellerai par son prénom. J'ai essayé d'appeler Madame Bernard, j'y arrive pas. Il y a trop de passifs. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on fasse des points méthodo, mais qu'on ait aussi vos retours d'expérience, comment ça marche chez vous. On a Emma et Victor qui seront en marinière tout à l'heure à vous passer les micros. Donc surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ce serait dommage qu'on ne le fasse pas.
Un petit point sur le déroulé, si tu veux bien passer la slide, Marie-Catherine. On va commencer par travailler sur faire intercommunalité avec le citoyen. Aujourd'hui, on en est où? Là, c'est un petit peu le chapeau politique, comme l'a appelé M. Binieri, de notre rencontre. C'est vraiment où en sont les intercos et qu'est-ce que ça veut dire pour un président ou une présidente d'intercommunalité que de lancer de la concertation sur son territoire. On ira ensuite dans ce qu'on appelle à Interco de France le mécano, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre la concertation au projet de son interco. Là, c'est comment est-ce qu'on décide quand, comment on fait de la concertation, comment est-ce qu'on s'organise politiquement, comment est-ce qu'on s'organise au niveau du technique, des services. On ira sur une troisième partie sur la mobilisation. On sait que parfois, c'est là que le bas blesse. Donc, comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on ramène du monde dans les débats de concertation. Et puis, on finira rapidement sur la mise en œuvre et l'évaluation, parce que ça a évidemment toute son importance. Voilà, donc globalement, on va vous faire un petit point sur l'enquête à chaque fois. On fera débattre tout le monde, nos élus et puis tout le monde. Et puis, on conclura par un petit point de méthode. Pour commencer, Marie-Catherine, donc si tu veux bien, sur la première partie. Alors, donc, cette enquête, on a eu 217 intercommunalités qui ont répondu, 222 répondants, c'est beaucoup. On en a de toutes les régions, de toutes les catégories d'intercommunalités, des élus, des membres des CODIR, des cabinets, et ça, c'était vraiment une chance. Ça a été complété aussi par 13 entretiens avec des présidentes et des présidents. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait 86% de nos interlocuteurs qui ont répondu, qui avaient mis en œuvre des processus de concertation. On aurait fait l'enquête il y a 20 ans, je pense qu'on n'aurait pas eu la même nature de réponse. Donc voilà pour notre effectif. Quand on parle de démocratie participative, souvent on a un problème de définition. Donc on s'est dit qu'on allait tester cette définition, qui est souvent celle que l'on utilise, pour voir comment ça fonctionne. Une définition qui dit que la démocratie participative, c'est un mode d'exercice du pouvoir. En fait, cette définition est intéressante parce que tous les mots sont intéressants. C'est une façon d'exercer le pouvoir selon lequel les décisions importantes font l'objet de discussions préalables, décisions importantes, discussions préalables, ça c'est essentiel, avec tous ceux qu'elles concernent. Le pouvoir de décision, le pouvoir reste entre les mains des représentants élus, mais ils ont obligation de rendre compte des décisions. Tous les mots de cette définition sont importants et 85% des répondants ont adhéré et on voit que l'adhésion, elle est à 80% pour les élus, à 91% pour les directeurs de cabinet, mais ça a été une définition partagée et c'était important de bien savoir de quoi on parle parce que sur le sujet, on a parfois un peu de mal à dire de quoi il s'agit. Ensuite, on a demandé globalement si les répondants, ils sont 87% à le dire, s'ils pensaient que c'était indispensable au bon fonctionnement démocratique. Ce n'était pas juste un truc qu'on fait comme ça, si c'était vraiment essentiel. Et ils nous disent que essentiel, plus de 3/4 des élus, 87% des répondants. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que faire convainc. Puisqu'on a des collectivités qui avaient peu mis en place des démarches de concertation. Quand elles ont mis en place des démarches, elles sont 90% à être convaincues. Elles sont 2/3 quand elles n'ont pas mis en place ce type de démarche. Donc si je continue, on leur a demandé pourquoi c'est indispensable à ce bon fonctionnement démocratique. Et ce qui est très intéressant, c'est à l'échelle intercommunale, elle contribue à faire connaître l'intercommunalité. Ça, c'est vraiment massif. Elle est utile pour améliorer les projets, elle est utile pour améliorer les décisions. Faire connaître, avoir de meilleurs projets et nourrir les décisions, ça, c'était les 3 points essentiels qui nous ont été signalés par les répondants. Ensuite, on leur a demandé comment les choses se sont passées depuis le précédent mandat. Dans les 3/4 des cas, ils nous ont dit qu'il y a plus de démarches de concertation, également que la culture de la concertation s'est développée, et dans 2/3 des cas, que le portage politique s'est renforcé, portage politique essentiel, c'est une démarche politique, la concertation. On s'aperçoit aussi qu'il y a une large diversité de sujets. Évidemment, toutes les démarches de planification, de mobilité, on les a, mais on a aussi les questions d'eau et assainissement, de déchets, mais aussi d'enfance, de jeunesse. Donc on a vraiment un champ très divers des politiques publiques portées par les intercommunalités qui ont fait l'objet de démarches de concertation. Et ensuite, on a demandé à nos répondants comment ils voyaient, dernier élément, comment ils voyaient
le portage de ces démarches. Ils nous ont dit que les acteurs locaux sont convaincus. Ils nous ont dit que dans un peu plus de la moitié des cas, les habitants sont intéressés. On verra que c'est un sujet lié à la mobilisation. On nous a dit dans 70% que les habitants avaient confiance, ce qui est beaucoup par rapport à ce qu'on peut voir. Ils nous ont dit que les maires étaient favorables et que les maires étaient partenaires. Et quand on a posé la question, les équipes à 80% sont convaincues et les élus le sont à 56%. On s'est dit c'est un peu bas et on a regardé dans les autres réponses que cette remarque était liée à la qualité des démarches. On est convaincu à condition que ce soit de qualité, on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc cette première slide, on s'est dit cette première série de slides, on s'est dit qu'on allait la faire commenter, on va dire politiquement, par nos deux intervenants. Monsieur Billière, peut-être commencer par vous. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la concertation à Val-de-Garonne Agglo? Où est-ce que vous en êtes et comment vous prenez un peu à bras-le-corps le sujet? Pour ma part, je pense que la concertation ne fait pas partie des options. Je pense que ça fait partie des obligations. Aujourd'hui, nous devons absolument travailler avec la population sur notre projet, sur global, sur les projets que nous portons. Et ça ne peut pas faire partie des options. Ça fait partie réellement de ce que nous avons absolument à mettre en œuvre et à faire en sorte que nous amenions les citoyens, la population à travailler avec nous. C'est un acquis. C'est plus une question, c'est un acquis. C'est quelque chose qui est complètement nécessaire. Et je crois aussi que les habitants, les citoyens, ils sont aujourd'hui mûrs, matures pour le faire. Je pense que nous devons les amener, nous devons trouver la forme, la façon dont nous travaillons avec eux. Mais la population, elle est là-dessus, il me semble, complètement mature. La forme est un élément important. On l'a vu hier soir, M. Cotresse en a parlé. Je pense que les formes de l'engagement sont différentes de ce qui était précédemment. Par contre, on a toujours autant de volonté d'engagement par rapport au local. Et nous avons bien sûr à trouver la façon dont nous devons travailler. Et très certainement, et là je pense que personne n'est parfait, nous pas du tout, c'est quelle forme on trouve en fonction des projets, quelle forme on trouve pour réussir à amener la population, les citoyens à travailler sur nos projets. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. D'autre part, après, je pense que nous, en tant qu'intercommunalité, on doit être exemplaires. Donc, on doit faire en sorte qu'on applique autant en interne qu'en externe cette façon de travailler. La période, forcément, quand on a été élu, moi je suis président juste depuis 2020, Covid ne nous a pas aidés dans la façon de pouvoir mettre en place la participation. Mais il n'empêche que moi j'ai voulu, ça n'existait pas sur notre agglo, mettre en place un pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, nous l'avons co-construit. Ça nous a donné plus de temps que ce qui aurait été habituellement le cas, mais nous l'avons co-construit parce que nous devons, moi je pense, être exemplaires et donc nous imposer à nous-mêmes une façon de travailler de manière à amener le plus grand nombre à imaginer la façon dont on travaille. Et dans ce pacte de gouvernance, c'était autant les conseillers communautaires, mais que les conseillers municipaux qui étaient intégrés dans la démarche. Et encore une fois, je vous ai dit, ça nous a pris du temps, plus de temps, mais aujourd'hui, ça nous a permis aussi de trouver des outils qui concernent plus notre gouvernance, mais des outils qui sont aujourd'hui, me semble-t-il, intéressants. On a mis en place des rencontres apprenantes avec les conseillers communautaires. On est en train de les élargir avec les conseillers municipaux. On est en train de les élargir. C'était la semaine dernière avec le conseil de développement.
on fait des rencontres en territoire, c'est-à-dire on a une agglo sur 43 communes, on peut penser que ça fait un peu large, c'est un agglo assez rural. Donc on a découpé en quatre territoires et on va une fois par trimestre rencontrer les conseillers, l'ensemble des conseillers municipaux par territoire là. On fait un séminaire. On fait un séminaire annuel avec tous les conseillers municipaux invités, tous les conseillers communautaires. Voilà, donc on a véritablement essayé de mettre en œuvre ces éléments-là pour définir notre projet, pour définir la façon dont nous avons travaillé. On s'est fait accompagner depuis le départ. La NCT nous a accompagnés depuis le départ là-dessus. On est inscrit dans un programme qui s'appelle Territoire d'engagement là-dessus, qui est favorisant puisque on a de l'ingénierie qui vient nous interroger, nous bousculer un petit peu de temps en temps, mais qui vient aussi nous financer cette partie-là, ce qui est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, M. Villiri. Donc on voit effectivement cette mobilisation pour faire territoire un petit peu. Côté mayennais, côté des Couévrons, comment est-ce qu'on fait territoire au niveau de l'intercommunalité ? Eh bien, nous, on a débuté avec, je dirais un peu, l'obligation légale d'écrire un projet de territoire en 2020. Mais indépendamment des obligations légales qui sont des fois des opportunités de bien faire, on s'est saisi et on a voulu se saisir de ce projet de territoire pour faire véritablement territoire plutôt que d'écrire un projet avec une concertation gommette où à la fin vous avez fait un projet de territoire en 2 mois puis on vous a dit que c'était concertatif, c'est fini et puis vous l'aviez déjà écrit avec votre directeur dans un bureau donc je voulais en profiter réellement parce que la question de la concertation citoyenne ou la participation citoyenne au niveau d'une interco n'a absolument, à mon avis, à mon sens, pas grand-chose à voir avec le fait communal et tout ce qui se passe dans les communes en termes de participation citoyenne. Il y a dans les communes une légitimité forte du mode représentatif qui peut des fois d'ailleurs embêter ou vexer celui qui a perdu l'élection, donc avec un retour de flamme ou pas, mais dans le mode concertatif, qui n'est pas du tout au niveau intercommunal. La pression électorale ou électoraliste, ou l'a priori, il est quasi nul. On n'est jamais élu pour un programme intercommunal, ou en tout cas en moyenne, je dis bien, parce qu'on se fait élire dans sa commune avec un programme, etc., très écrit, qui peut être co-construit, mais qui est écrit par une liste. Dans l'intercommunalité, ce n'est pas le cas. Ça lui fait aussi un déficit de légitimité, puisque pour le coup, pas de programme. Donc pas de programme, pas d'engagement, pas de promesse, c'est plus facile à ne pas tenir. Donc on ne tient pas les promesses qu'on n'a pas données, c'est facile. Pour autant, et le deuxième défaut de l'interco, c'est qu'elles ont beaucoup grandi depuis 2015 et que ce sont des territoires qui ont aussi un défaut d'identification territoriale. Alors moi j'ai une petite chance chez moi, c'est que je suis persuadé, on était quelques-uns à être persuadés, et je pense que c'est un fait historique, que nos Couévrons sont un territoire, d'ailleurs ça s'appelle les Couévrons, qui sont en fait 4 anciennes intercos fusionnées en 2013, 1er janvier 2013. Dans une douleur affreuse, comme beaucoup d'accouchements, des fois ça dure longtemps et c'est pas toujours facile. On appelle ça un part dystocique quand on est vétérinaire. C'est pas facile, mais à la fin ça fait un territoire morcelé en 4 anciennes entités où des fois les élus comme les citoyens se renvoient la balle et se disent tout ce qui s'est mal passé depuis. Et en 2015 on a eu quand même quelque chose qui s'appelait une baisse de DGF très importante. Donc les fusions qui sont faites dans la douleur. Et le citoyen se dit avant c'était mieux. Et on se le dit souvent d'ailleurs. Et avant c'était mon ancien territoire. C'était mon ancien Comcom, que j'ai adoré détester à l'époque et que je me mets avec beaucoup de nostalgie à aimer à nouveau. Et donc en 2015, voilà, nouveau territoire. Et l'enjeu pour moi, donc il y a un double enjeu, légitimer l'action publique d'une façon générale au niveau d'une interco, point barre, parce qu'on n'était pas été élu, donc projet de territoire, pour ça c'est très fort. Et le deuxième, c'est faire territoire vraiment. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'ils peuvent être concertés au niveau du territoire nouveau, vécu, mais bon, moi je pense que c'était le territoire vécu d'avant aussi, mais au niveau du territoire des Couévrons, et qu'il y a un interlocuteur qui s'appelle la communauté de communes, donc la 3 c'est chez nous, et qui est une entité réelle, existante, palpable, et qui vous réunit, qui vous parle d'un même projet commun, qui vous dit que vous avez vraiment un destin commun auquel en plus vous pouvez participer. Mais à la limite, auquel en plus vous participez, c'est un vrai plus. Mais l'essentiel pour moi, c'est déjà qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment un territoire
qu'on est ensemble pour le faire. Donc la concertation devient un outil, alors avec l'obligation légale de concerter pour faire les projets de territoire, mais ça devient vraiment un outil pour aboutir à un corpus écrit, co-construit, et où des gens se disent, moi je suis coévronné. Et je ne suis pas juste de l'ex-CCPM, en plus les acronymes ne sont pas beaux, de l'ex-CCPE, de l'ex-comité de communes du Nord ou du Sud, etc., etc. Donc il y avait un double objectif, voilà, légitimer l'action et faire territoire cohérent, faire de la cohésion territoriale au sens strict du terme. Merci beaucoup. Peut-être continuer, et puis après on continuera avec vous aussi, sur la façon dont on fait ce territoire et on l'intègre dans comment ça marche. Parce que c'est vrai que ça peut paraître très sympa, mais ça demande beaucoup de travail, vous l'avez dit tous les deux. Donc à voir, Marie-Catherine, qu'est-ce que nous ont dit les intercos sur comment est-ce qu'on travaille le politique, le technique, et aussi, je crois que ça t'est cher, le mandat de concertation. J'aime beaucoup parce qu'on a écrit concertation. Concertation, c'est un des mots où on se plante tout le temps. J'adore. Démocratie. Et je suis là, j'aime bien aussi. Alors, dans 91% des cas, les répondants nous ont dit qu'il y avait besoin d'améliorer les pratiques. C'est l'objet, comme tu le disais, du guide très pratique qui est produit là. Alors, je vais évoquer avec vous le côté peut mieux faire. C'est un peu l'idée par rapport à ça. Premier élément essentiel quand on lance une concertation, c'est d'être clair sur ce qu'on met en débat entre ce que nous on appelle les invariants et les variants. Vous lancez un débat, il y a ce qui est déjà décidé et ce qui est mis en débat. Une des principales critiques des habitants, l'un d'entre vous le disait, c'est qu'en gros, tout est décidé d'avance, c'est juste du pipeau et on fait ça pour se faire plaisir. C'est ça la principale élément de difficulté en termes de défiance. Là, on a, dans 30% des cas, uniquement, la collectivité a parfaitement défini ce qu'on mettait en débat ou pas. 20% des cas, ça n'a pas du tout été fait. Et puis, dans 53% des cas, ça a été souvent fait. Alors que ça doit être toujours le cas. C'est pour ça que je vous dis, être clair sur ce qu'on met en discussion, c'est d'être capable de se dire qu'après, le sujet, le débat va servir à quelque chose. On y reviendra dans les éléments de méthode. Ensuite, plus difficile encore, le définir, c'est bien, mais il faut le dire aux gens. Dire aux gens, on le met en débat et ça va servir à ça. Ça a toujours été le cas dans 36% des cas. Mais la plupart du temps, ça a été fait. Et quand on a demandé à nos répondants s'ils estimaient que les marges de manœuvre étaient suffisantes pour que le débat soit utile, ça n'a été le cas toujours que dans 25% des cas. Alors, dans 80% des cas, ça a été plus ou moins fait. Mais cette idée de s'assurer que le débat est utile, c'est aussi encore un élément de progression. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui est évoqué par les répondants sur le besoin d'amélioration des pratiques. Ensuite, il y a le fait de faire état des débats. Alors, les comptes rendus sont faits dans 93% des cas, ou plus ou moins toujours, mais ils ne sont pas toujours adressés aux participants. Il y a des comptes rendus, mais on les envoie aux participants dans 60% des cas, et toujours que dans 27% des cas. Et on ne les met pas à disposition de tous les habitants. Quand vous concertez, mais avec 200 personnes sur votre territoire, on verra que c'est rarement le cas, tous les autres du territoire ne sont pas vraiment au courant. Le fait de ne pas adresser un compte-rendu, c'est ne pas dire aux autres. Alors 200 personnes, ils vont en parler à leurs copains et tout, il y en aura peut-être 800 qui seront au courant. Mais cette idée de l'envoi du compte-rendu à tout le monde n'est pas encore une habitude. Et du coup, ça ne permet pas non plus cette diffusion à tous. Ensuite, un élément peut-être plus essentiel, c'est la restitution des décisions. Vous vous souvenez que la définition dit « le pouvoir reste entre les mains des représentants élus, mais ils ont obligation de restituer les décisions ». Donc, dans 48% des cas, dans la moitié de chez nos répondants, ils ont toujours ou dans la plupart des cas restitué. Mais ça veut dire que dans la moitié des cas, il y a eu des débats sans restitution des décisions. Et dans les 3/4 des cas, les 2/3 des cas, cette restitution des décisions n'est pas diffusée. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion, mais on n'a pas dit au territoire
qu'on avait pris une décision à l'issue d'une concertation. Moi, je dis c'est toujours dommage parce que vous faites plein d'efforts et il faut dire à tout le monde ce qui a été fait. Et ça aussi, c'est une marge de progrès. Ça fait partie des éléments dont on pourra parler dans le guide. Sur l'organisation des moyens politiques, donc on a dans 23% des cas un élu, vice-président ou conseiller délégué en charge de ces sujets. On a rarement une commission. Souvent, dans la moitié des cas, on a des échanges en bureau et commission, mais dans la moitié des cas, non. Et puis, c'est souvent abordé en conseil des maires. Et quand on demande ce qu'il faudrait faire, en quelque sorte, aux répondants, ils sont demandeurs de formation à l'attention des élus intercommunaux sur la concertation, des élus communaux, mais aussi, et c'est le cas ici, d'échanges entre les collectivités. S'agissant des moyens techniques, il y a très peu, que 10% des cas où il y a des services démocratie participative. Il n'y a que dans 2 cas sur 8, particulièrement pour les plus grandes collectivités, des agents dédiés à ces sujets. Et puis, quand il y a des conseils de développement, il y a des animateurs. Donc, cette idée aussi des moyens reste aussi une question d'organisation. Et donc, quand on demande ce qu'il faudrait faire en la matière, il y a une demande de renforcement des moyens humains, de formation, mais aussi des moyens financiers. Et je termine sur un dernier élément qui est, je reviendrai sur l'évaluation un peu plus tard, mais je vais terminer plutôt sur la planification. Quand on demande aux collectivités si elles ont planifié les démarches de concertation dans la durée, elles sont que 19% à dire oui. Et l'absence de... Vous planifiez tous vos projets, mais pas les concertations, on reviendra dans la partie technique. Et du coup, le fait de ne pas planifier, ça pose des questions de moyens, de ne pas savoir qui va pouvoir faire, de ne pas planifier les concertations aussi en fonction des moyens dont on dispose, ou tout concentrer en même temps. Donc cette question de la planification est sans doute une des solutions pour l'organisation des moyens des collectivités, mais aussi l'évaluation, mais on s'est dit qu'on le ferait plutôt en conclusion. Tout à l'heure, effectivement, puisque ça arrive assez naturellement à la fin. Si tu veux bien remettre la slide de table ronde. Là-dessus, on voulait commencer par le mandat de concertation, parce que ça peut paraître un petit peu fumeux comme idée. Encore une fois, quelque chose qui peut se faire dans un bureau porte close, comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Ballandreau. Mais en fait, c'est quelque chose de très concret. Au Couévron, on en a parlé ensemble, et vous m'avez dit c'est quelque chose qu'on éprouve, le mandat de concertation, en fait, à travers les projets, très concrètement. On débute dans le métier. Donc, l'enjeu, c'est de savoir, effectivement, on concerte pourquoi. Alors, déjà, avec qui c'est l'enjeu, ça dépend aussi du coup du sujet. Donc la question, c'est de se poser la question quel est le sujet pour nous, qu'est-ce qu'on attend nous en tant qu'élus, en tant qu'organisation de la concertation. Et une fois qu'on déjà nous-mêmes on le sait, c'est mieux de le savoir. Et donc ça veut dire que ça se conceptualise, hein, ça se pose pas juste comme ça. Voilà, il faut aller au bout parce qu'après il faut être prêt à assumer tout ce qu'on aura dit. Et parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas en être capable. On a failli, nous, ne pas en être capable. Je le dis comme ça, je vais citer le projet, parce que ça n'a pas été, tout n'est pas que simple. Et puis, donc, il faut être bien clair entre nous, pour pouvoir être bien clair vis-à-vis du citoyen qu'on va aller chercher. Et quand on va le chercher, il n'y a rien de plus déceptif que quelqu'un que vous êtes allé chercher, puis qu'à la fin, voilà, vous ne pouvez pas l'inviter à aller danser, puis après le laisser sur la chaise. Hein. Il y a un moment donné, il faut l'assumer. On appelle ça sinon la convention citoyenne. Non, mais ou le grand, enfin pas les cahiers de doléances. Voilà, c'est ça la frustration. Enfin, donc la concertation peut donner énormément de frustration. Donc on a eu 2 sujets où on a été, j'espère, à peu près clair, et un où on a failli ne pas aller au bout parce qu'on a failli pas trop le comprendre nous-mêmes. Premier, donc projet de territoire, on l'a dit, avec un sujet d'aller chercher large tous les citoyens. On sait très bien que dans les modes concertatifs, vous attrapez les gens qui veulent venir d'abord, et les gens qui veulent venir d'abord, ils ont un schéma de pensée ou un background qui fait qu'ils sont sensibles en moyenne, même si ça évolue. Et je vais le dire même de façon caricaturale, c'est même marqué politiquement. En gros, et je veux dire encore de façon plus claire et plus caricaturale, le club des anciens combattants, la démocratie participative, en moyenne, ils s'en fichent. Parce que les anciens combattants, il y a un chef pour chefer, il y a un ordre qui est donné, ça vient d'en haut, il y a un drapeau, et puis on se met derrière et on avance et on fait. Donc il y a un maire, donc il y a un président, et donc ça avance. Vous êtes à la MAP,
qui va vous donner les légumes localement, etc. La société, elle est vue de façon extrêmement horizontale, etc. Et donc là, les gens qui sont dans ce mood-là, forcément, ils viennent plus facilement discuter avec vous de n'importe quel projet. Mobilité, vieillissement, projet alimentaire territorial, etc., etc. Donc c'est facile. Sauf que si vous dites qui veut venir, il y en a qui lèvent la main, d'autres qui lèvent la main. Mais tout le monde mange. Et tout le monde se déplace. Donc c'est quand même un vrai enjeu, et on sait bien que là où on pêche sur la concertation, sur le mandat, c'est avec qui on y va. Et donc sur le projet territoire, on n'a pas été trop mauvais avec Madame Marie-Catherine, c'est qu'on a fait ce que beaucoup font, un tirage au sort sur la liste électorale. Donc on a tiré au sort 10% de la liste électorale dans toutes les communes et villages de notre secteur, et on a envoyé une lettre nominative à chacune des personnes. Comment ? Deuxième partie sur la je suis vache, moi. Alors, du coup, je vais trop loin. Voilà. Alors, seulement, je vais vous citer l'exemple de l'école, parce que vous l'aviez pour après, celle-là. Elle avait tout planifié, et je mets le bazar dans sa réunion. Ça paraissait si naturel. Ça paraissait si bien. Et donc, sur le mandat, c'était le coup de l'école publique, où on s'est dit qu'on allait rénover une école avec un maître d'œuvre qui nous dit ça tient dans le bloc. On va mettre toutes deux maternelles dans une primaire pour faire un cours, dans une élémentaire pour faire un cours primaire. Et le maître d'œuvre au départ nous dit, le maître d'ouvrage nous dit, c'est pas un souci, tout rentre dans le bloc. Et tout le monde a peur, parce que quand vous rentrez, tous les enfants, les petits, les grands, au milieu, ça ne va pas aller. On s'est dit qu'il faut qu'on aille voir les gens, donc la communauté éducative, les élus, les agents et les parents d'élèves, pour discuter ensemble de quel sera le projet d'après. Et très vite, dans le projet, il y a eu une part inflationniste, donc on ne savait pas trop. On leur a dit que nous, on voulait mettre tout le monde dans le même endroit. Donc ça, c'était le mandat, il était là. On met tout le monde au même endroit. Il y avait 2 cours, c'était grand, il y avait beaucoup de place. Et on allait ensemble construire l'école de demain pour tous nos enfants, etc. Et le problème, c'est que quand quelqu'un avant nous avait dit tout tient dans le bâtiment, des élus avaient entendu tout tient dans le bâtiment, donc c'est moins cher. Sauf que quand on faisait la concertation et qu'on a bien mis en avant les besoins, et qu'on a accepté que la concertation, si elle nommait les besoins, il fallait demain qu'on soit capable d'assumer le résultat. Il a fallu faire une aile un peu allongée d'un des bâtis. Et là, c'est pour le coup les élus qui n'avaient des fois pas tous compris que si on allait concerter les gens pour le faire, j'ai eu 2-3 élus en difficulté, en disant non, ça nous coûte plus cher que si on avait fait tout seul, quoi. J'ai dit oui, mais ce n'était pas l'enjeu, puisque l'enjeu, c'est que ce soit acceptable, et que donc, du coup, on va assumer que dans le débat et dans la concertation, on aboutisse à un résultat qui n'est pas celui qu'on avait imaginé au départ, et qui nous avait été présenté par un archi, qui nous avait dit tout tient dans la boîte. Donc c'est ça qu'on a vécu. Et alors on a aujourd'hui une phase travaux, je parle devant le directeur général adjoint aux infrastructures, qui est une phase travaux qui n'est pas très facile. Je suis certain d'une chose, c'est que le fait qu'on ait longtemps débattu avant de la solution pour le bâti d'après fait que cette phase travaux, qui n'est pas que facile, est complètement acceptable, et qu'on a une adhésion totale des profs, et en particulier c'est ceux qui sont dedans, et de nos agents, qui étaient un petit peu sur le reculoir avant qu'on commence à regrouper les écoles, quoi. Donc on a quelque chose qui a bien marché de ce point de vue-là, mais qui a eu ce moment-là qu'on peut tous vivre je vous laisse la place pour discuter, pour imaginer le projet de demain, mais en fait j'avais une idée d'un projet qui était un petit peu différent. Et donc là, nous, on l'a vécu en grand, mais on l'a résolu en assumant le résultat de la concertation. Et donc, on va aboutir à une école qui va ouvrir en septembre 2025, devant les services, merci. Et je lui dis ça à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il me met un mois de plus, mais avec l'école, c'est pas possible. Septembre. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc c'est effectivement accepter que le résultat soit différent que ce qu'on avait pu imaginer. Monsieur Biliri, quand on a préparé cet atelier, vous me disiez que vous gradiez, vous faisiez une graduation presque de l'information jusqu'à quelque chose de co-construit, c'est ça, sur le territoire de Val-de-Garonne ? La question qui se pose avec le projet d'associer la population, c'est de voir qu'est-ce qu'on met en débat. Qu'est-ce qu'on met en débat, et jusqu'où ça va. Je vais prendre des exemples sur notre territoire où, moi, quand je suis arrivé en 2020, il y avait des projets qui étaient partis. Je vais prendre l'exemple d'un pôle d'échange multimodal, qui est un investissement lourd. Pour nous, c'est un investissement
il y a 2 pôles d'échange multimodaux sur mon territoire, et c'est un investissement globalement à 6 millions et demi. Donc il y en avait un qui était parti sur Marmande, et avec une volonté, quand on est arrivé, il y a eu changement et à l'agglo et à la mairie de Marmande, de dire mais comment on associe la population à ce qui se passe. Mais sur un projet qui est parti, la question d'un pôle d'échange multimodal, par exemple, le lieu ne se pose pas. On ne le met pas en débat. Le lieu, il y a une gare, et donc c'est là. Et puis, il y a plein de choses qui ne sont pas mises en débat parce que c'est absolument pas possible. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'on mettait en débat. Et donc, in fine, ça a été plutôt les aménagements qui étaient faits à l'intérieur de ce pôle d'échange multimodal, plutôt que le fonctionnement global, parce que les choses elles étaient déjà parties. Ce qui était important, par contre, c'était de pouvoir dire à la population, voilà ce qui est imaginé, et voilà ce que l'on met en débat. La pire des choses, me semble-t-il, c'est la concertation alibi, en disant on vous concerte et puis vous allez décider avec nous. Alors qu'il y a plein de choses, c'est pas du tout comme ça. Et donc il faut graduer. Est-ce qu'on fait de l'information? Est-ce qu'on fait de l'information avec un avis? Est-ce qu'on fait de la concertation avec avis? Est-ce qu'on fait de la co-construction? Est-ce qu'on va dans de la co-décision? Mais ce qui est important, c'est de dire dès le départ, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans le pot commun avec la population? Et encore une fois, pour ma part, ce qui me semble être la pire des choses, c'est d'être vague et donc, à un certain moment, de laisser penser qu'il y a des choses qui sont en débat alors qu'elles ne sont plus en débat. Voilà. On a mis en place la création d'une nouvelle déchetterie, pareil, investissement à presque 3 millions d'euros. Il y avait plein de choses qui étaient en débat. Le lieu n'était pas en débat. Donc, et quand on l'a mis en concertation avec les habitants, on ne leur a pas dit que ça, c'était un débat. On leur a dit, voilà, le lieu de la prochaine déchetterie sera là, avec ce que ça représente comme élément. Il y a plein d'éléments qui nous avaient amené à dire, c'est là. Et donc, mais par contre, ça, on ne l'a pas mis en débat. On a bien vu que toute la population n'était pas d'accord, mais ça, ce n'était pas un débat. Et in fine, ça s'est très bien passé parce qu'on a été clair. Voilà, on a été clair avec les gens. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément majeur de dire qu'est-ce qu'on met en débat et qu'est-ce qu'on attend de vous, de manière à pas tromper les gens. Voilà. Donc la concertation à Libye, je termine. Et il y a des choses qui sont très, très concrètes. Tu parlais sur une école, je parlais un pôle d'échange multimodal, enfin, on peut parler de ça. Et puis après, il y a des choses qui sont un peu plus conceptuelles. Nous, on a mis en débat la mise en place du contrat de relance de transition écologique, le CRTE, pendant le Covid. Technique. Voilà, donc on n'est pas simple et pas sur le territoire de l'agglo, puisqu'on était sur un territoire avec 4 intercommunalités. On a mis ça en débat et on a quand même amené à intervenir presque 300 personnes. Donc, on a cherché des outils différents. C'était le Covid, donc on a travaillé avec les journaux, on a travaillé bien sûr par le numérique, puisque l'aspect physique ne se faisait pas. Et donc, je pense qu'à chaque fois, on doit se poser qu'est-ce qu'on met en débat et quels sont les moyens, les outils que l'on met. Et voilà, et c'est pas forcément simple. Parce que, encore une fois, vous parliez tout à l'heure de méthodo. Moi, je pense que, enfin, pour ce qui est de notre part, on a besoin de gagner dans la méthodo un peu plus de compétences qu'on a aujourd'hui. Nous en interne, l'ANCT est venu un peu plus tard pour bien graduer cette réflexion-là de départ qui permet ensuite d'être... oui, avec une relation de confiance avec la population.
Et sur ces compétences, justement, on va mixer un peu politique et technique parce qu'on avance dans le timing et puis il faudrait qu'on discute tous ensemble. Rapidement, comment est-ce que vous vous outillez, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez organisé politiquement, techniquement, cette histoire de concertation? Où est-ce que c'est dans votre interco, Monsieur Ballandreau? Alors au départ, ça a beaucoup reposé, au départ quasiment exclusivement sur la direction générale, qui avait un chargé de mission Alors on part par l'intelligence collective. Alors je salue les deux, l'ancien et le nouveau. Hein. C'est comme le testament, j'ai mes deux DGS dans la salle qui ont participé de ces travaux. Et effectivement, autour d'eux, un agent formé à l'intelligence collective, c'est quand même un peu la base, parce que l'animation de réunion, c'est comme ça que ça se fait. Alors on se rend compte des fois dans nos services, quand il y en a beaucoup, qu'on peut en avoir plus qu'on ne pense, qui se forment et qui ont envie de se former. Puisqu'on avait un animateur jeunesse aussi qui était là-dedans et qui a fait des choses en interne pour nous-mêmes, pour nous aider à évoluer, à faire des choses qu'il faisait. Enfin, il y a un gros enjeu de compétences chez nos agents par nature. C'est parce qu'ils sont compétents qu'on les a et qu'on les aime. Et donc, mais sur des choses un peu nouvelles comme ça, voilà, il faut se former, il faut y tourner, y retourner, et il faut à un moment donné leur laisser consacrer du temps à. Donc aujourd'hui, on a deux agents qui sont sur ce type d'action, à la fois d'intelligence collective et de démocratie participative purement. Donc on a deux agents formés qui nous challengent maintenant et qui challengent à la fois, pour le coup, les agents et les élus, sur qu'est-ce que vous attendez d'eux et jusqu'où je peux aller, alors ils nous ont fait la définition de tous les différents niveaux de démocratie participative, de l'autonomie à la concertation pour avis, hein, entre guillemets. Et donc Lino, il arrive avec sa feuille là en 6 étages, il va voir chacun des élus, et puis il dit, il vient voir le bureau en l'occurrence, pour leur dire, voilà, dans quelle case je pourrais mettre quoi, pour que nous on se pose la question de qu'est-ce que vous pourriez mettre en débat, à la fois en termes de politique, mais en termes de projet. Souvent, les projets paraissent un peu plus simples que la politique en général, puisque la politique, ça veut tout dire, et alors que les projets, c'est un peu moins. Donc, il y a un enjeu majeur. Et puis après, le deuxième enjeu, c'est de former les élus. Et former, c'est beaucoup dire, mais c'est acculturer, c'est faire comprendre l'intérêt d'eux, indépendamment des cadres légaux qui nous sont imposés dans le cadre du leader, des codev, etc., etc. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Billeri, comment est-ce que vous voyez la place des services et la place des politiques dans cette technique de concertation? Moi, je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Donc nous, dans notre agglo, effectivement, c'est moi qui l'ai porté dès le départ, parce qu'il n'y avait pas ni de tradition, ni d'appétence par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait refaire la gouvernance, il y aurait une vice-présidence à tout ce qui est la participation. Mais parce que c'est 4 ans après, parce que nous avons fait un gros travail d'acculturation. Moi, j'y reviens, je regarde les services, mais une fois sur 2, un bureau à peu près sur ce sujet-là. On a créé un groupe de travail, pas très nombreux, voilà, on est 4. Mais bon, voilà, et les choses là-dessus, au niveau politique, sont en train d'avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'imagine sortir un projet sans qu'il y ait, de la concertation. Donc ça, c'est calé. Bon, même si, encore une fois, il faut qu'on monte en compétence là-dessus, mais plus personne n'imagine ça. Ensuite, en termes d'organisation sur les services, il y a une direction générale déléguée qui chapeaute cet aspect-là. J'ai voulu que ça soit au niveau de la direction générale, de manière à ce qu'on ne soit pas un service dédié. Voilà, c'est au niveau de la direction générale que ça se passe, de manière à ce qu'il y ait une vision transversale. Et quand je dis il n'y a pas un projet qui sort, forcément la direction générale est là pour rappeler à tout le monde que il y a des formations qui ont été faites auprès de tous les encadrants, chef de projet là-dessus. Et puis, il y a une personne qui est à charge de ce dossier, qui est dans la cellule ingénierie de manière un peu globale, qui a l'animation du conseil de développement et plus globalement c'est cet aspect-là. Donc, voilà. Mais, encore une fois, moi, je trouve qu'on est en montée en compétences. C'est bien, c'est pas suffisant, mais voilà, on est plutôt sur une trajectoire qui me semble intéressante. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui,
voilà, il n'y a presque plus de réticence quand on porte un projet, presque plus de réticence pour dire ben, comment on intègre ça. Par contre, en termes de méthodo, ça continue à être un vrai sujet. Comment très clairement, quand on est sur des projets techniques, donc de réalisation, hein, ce que tu parlais tout à l'heure, je vois, voilà, je vois assez facilement les services qui disent oui, mais bon, ça sera le maître d'œuvre qui va se charger de faire l'animé. Voilà, c'est ça. Donc, et effectivement, là, je suis obligé à chaque fois de dire c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais voilà, donc là, et la direction générale est chargée de regarder ces choses-là. C'est quand même un long combat, et après, il faut le rentrer dans les procédures. Véritablement le rentrer dans les procédures, ça doit rentrer dans notre culture. C'est pas toujours aussi facile. Enfin, vous le savez aussi bien que moi. Hein. Aller devant, c'est pas toujours facile quand vous allez créer certains équipements. Bon, aujourd'hui, c'est jamais simple de sortir ces projets-là. Mais une fois qu'on l'a rentré dans notre culture, je pense que nous, on s'enrichit et les projets s'enrichissent là-dessus. Merci beaucoup, monsieur. Oui, juste en un mot pour dire, parce que j'ai oublié de le dire, mais forcément, on a un élu de chaque côté qui a vu son titre rallongé de la démocratie participative. Donc, soit à la Comcom comme à la ville, c'est nommé, c'est affiché, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et donc, à votre tour maintenant, comment ça se passe chez vous avant qu'on aille sur la mobilisation et comment on fait pour mobiliser? Est-ce que vous auriez des retours d'expérience? Alors, des questions, bien évidemment, n'hésitez pas, mais aussi des retours d'expérience. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez vous en termes de démarche et comment est-ce que vous vous organisez surtout? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des services qui sont dédiés? Est-ce que vous avez des élus? Est-ce que vous avez compris cette histoire de mandat de concertation? Ou est-ce que vous vous êtes fait avoir une fois? Allez-y. Alors, la première est jamais très facile. Madame Naguet. Si Emma, tu veux bien monter le micro, merci beaucoup. Oui, bonjour, Laurence Daguier, directrice générale adjointe de la communauté de communes Rive-de-l'Ain Pays du Cerdon, communauté de communes rurales dans le département de l'Ain, 14 communes, 15 000 habitants. Donc nous, on a eu la grande chance d'être accompagnés par le cabinet Palabréo. Dès le mois de novembre 2022, on a formé les équipes et les élus, donc sur une journée complète, sur ces démarches de concertation et sur ces méthodes. Et l'accompagnement a perduré aussi dans l'année 2023 avec la mise en place de 2 concertations. Une concertation dans le cadre d'un projet coopératif avec les familles, concertation obligatoire, mais qu'on a voulu de qualité aussi, malgré l'obligation. Et dans le cadre du projet alimentaire territorial. Donc voilà, ces concertations, on a fait le travail les élus ont fait le travail de revenir devant les habitants pour présenter les résultats de ces 2 concertations, le 25 mai 2024, par une après-midi complète animée où on a pu mobiliser 250 personnes qui sont venus. Dans les débats, il y avait, en général, on avait 2 réunions par thématique, une cinquantaine de participations de citoyennes, et à cette journée, 250 personnes, où là, il y a eu la présentation par les élus, des actions qui ont été proposées pendant ces concertations par les habitants, et des choix politiques qui ont été faits sur ces propositions citoyennes. Voilà, c'est du temps. C'est du temps qui n'est pas prévu par toutes les missions dont les agents sont déjà en charge. Est-ce que vous avez des équipes dédiées? Pas du tout. C'est tout arrivé en plus de missions déjà bien denses sur une petite communauté de communes avec peu d'agents, donc avec des plannings qui se sont explosés. Aujourd'hui, on a des élus convaincus par ces démarches-là qui souhaitent remettre en place ces rythmes de saison de concertation avec ces restitutions annuelles devant les habitants. Les équipes, je vous avoue, en tant que DGA en charge du projet de territoire, devant mobiliser ces équipes, c'est plus difficile de les convaincre par rapport au temps et par rapport au fait où ils se sentent aussi quelquefois remis en cause par rapport à leur propre expertise. Voilà, c'est compliqué. Mais c'est très positif dans l'ensemble. On a une très belle journée le 24 mai 2024. Merci beaucoup. Monsieur, juste devant. Hop. On finit sur du positif quand même. C'est dur. Merci, bonjour. Richard Sevron, je suis vice-président en charge de l'habitat.
pour le territoire très atypique de Mauche Communauté, qui est une interco communauté d'agglo, mais en milieu rural, composée uniquement de communes nouvelles. Le tout s'étant créé à la même date. L'enjeu de la proximité a été évidemment un sujet fort au moment de la création de cette composition territoriale. Et le sujet de la concertation est venu justement s'inviter pour essayer de traiter ces sujets de proximité, à la fois au niveau de l'interco et des communes qui sont véritablement en fait déjà des petites intercos composées d'une commune nouvelle. La plus petite doit avoir au moins 10 communes déléguées. Donc on voit déjà que c'est une forme d'interco. Au niveau du conseil d'agglo, nous avons comme l'obligation nous y conforte un conseil de développement que nous avons appelé conseil prospectif. Et ça prend du sens puisque dans sa composition, on a souhaité qu'il y ait des personnes qui soient tirées au sort sur les listes électorales, ainsi que des volontaires et des personnes qui ont été cherchées par directement le bureau du conseil prospectif. Ça change vraiment la donne. Et dans les 6 communes, il y a des instances aussi de concertation. Les méthodes ont été différentes pour aller chercher les habitants, mais le fait de faire du tirage au sort, ça a été globalement aussi une méthode assez développée. Et on a essayé de traiter aussi l'histoire des protagonistes, parce que moi j'ai bien compris comment on prenait en compte les expertises des élus, les expertises techniques apportées par nos agents. Et nous avons souhaité aussi accorder une expertise aux habitants. Et on l'a appelé l'expertise d'usage. Et moi, j'aime bien, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, avec les catégories de personnes suivant leur volet sociologique, des anciens combattants qui vont, par exemple, se dire, moi j'ai l'habitude, il y a un chef, je me range derrière et je file. Sauf que si on dit à cette personne que c'est un expert d'usage, ça lui donne la légitimité aussi de pouvoir s'exprimer, et ça nous donne la légitimité aussi de dire un expert d'usage qui est aussi peut-être expert dans un domaine d'activité professionnelle, de lui dire que ce n'est pas sur cette expertise sur laquelle on l'attend. On traite d'un bâtiment, il y a un maçon qui est dans la salle. Non, on ne vient pas le chercher sur ce sujet de conception du bâtiment, c'est sur l'usage. Et je trouve que le fait d'avoir une méthode claire, des règles bien identifiées, ça me semble déjà les très très bons outils pour démarrer une concertation dans de bonnes conditions. Nous utilisons aussi les termes variant, invariant. C'est quelque chose que l'on a posé à chaque début de concertation. Ça cadre vraiment bien les choses. Et à force, il y a une acculturation qui se fait de la part des habitants. Il y a une montée en compétences de la part des élus, des agents qui nous accompagnent, mais aussi des habitants. Et ce que je voulais témoigner, c'est qu'avec cette montée en compétences des habitants, l'exigence augmente aussi. C'est-à-dire que si on se prend un peu les pieds dans la concertation, avec l'expérience gagnée par les habitants, il y a un véritable retour de bâton. Donc il nous faut être de plus en plus performants. Je trouve que c'est une opportunité à bien penser les choses, non pas comme une contrainte, mais vraiment dans l'idée qu'on soit plutôt bon là-dedans. La configuration de notre territoire nous permet d'avoir dans chacune de nos collectivités des équipes qui sont dédiées à ça. Donc c'est aussi un plus. C'est une question que vous alliez poser, donc j'y réponds d'emblée. Voilà ce que je voulais vous apporter. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Décidément, la notion d'exigence revient. Madame, juste derrière. Bonsoir, Christina Zampo, coprésidente de la coordination nationale des conseils de développement. Donc les uns et les autres, vous avez évoqué les conseils de développement qui sont obligatoires dans les intercos de plus de 50 000 habitants, facultatifs dans les autres. Comment est-ce que vous pensez prendre appui sur les conseils de développement pour mobiliser les citoyens, faire intercommunalité avec eux ? Eh bien, vous avez devancé une petite question que je n'avais pas posée en début de deuxième partie. On va reprendre et puis on reviendra. Effectivement, le CODEV, donc c'est une obligation que vous avez tous les deux. Et je crois que vous les avez investis et retravaillés un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Allez, simplement dans le projet de territoire, il était identifié a priori comme étant un acteur majeur pour faire.
et il a eu l'occasion à cet effet-là de présenter l'ensemble de ses travaux aux autres citoyens qui sont venus par le biais qu'on dira tout à l'heure. Parce que je l'ai dit trop tôt tout à l'heure, je me fais engueuler, donc je ne vais pas le redire. Non. Mais effectivement, donc le CODEV, il est très moteur là-dedans. Ça a été un peu le centre nucléaire au départ de tous ces moments-là. Et il le reste. Et aujourd'hui, comme il a été mis en avant pas mal pour ça et qu'il a un côté obligatoire pour le fonds leader, c'est un engagement supérieur pour le coup. Mais fait plus de démocratie citoyenne, ça a été aussi l'occasion de recruter pour le CODEV. Donc en fait, ça a marché aussi dans l'autre sens, puisqu'à force de présenter ces actions, parce qu'ils sont partout, ils sont dans les commissions. Moi, chez nous, on ne fait pas 50 000 habitants. Hein. Donc on a le CODEV qui a fait des travaux extraordinaires. Le Conseil de la randonnée, ça vient de chez eux, etc. Donc ils ont eu beaucoup de moyens, et donc aujourd'hui, on a des chemins de randonnée partout. Je vous conseille les Coévrons, c'est un très beau territoire de bocage, avec beaucoup de territoires. Et c'est le CODEV qui nous a aidé à développer un grand itinéraire de randonnée chez nous. Et donc voilà, aujourd'hui, ça marche, j'ai envie de dire, dans les deux sens maintenant, où ils nourrissent les choses, ils nourrissent les commissions, le PAT, etc., etc. Et en même temps, il y a un niveau, dont je parlerai tout à l'heure, il y a la différence d'engagement citoyen. Et le CODEV est quelque chose d'un peu ultime, à part être élu, d'engagement citoyen, voilà, un différencié du mandat. Monsieur Billiri, vous avez réinvesti le CODEV, vous lui avez donné une autre forme, en tout cas dans sa mobilisation. Oui, alors peut-être juste avant, il y avait des remarques par rapport à ce qui a été dit. Bien sûr. Sur le temps, est-ce que c'est du temps ajouté? Est-ce que c'est... Enfin, moi, ce que je vois, c'est que à terme, moi, il me semble pas qu'on ait de perte de temps. On a du temps qui est mis en place de manière différente, mais le temps que l'on met dans la concertation, en règle générale, on le récupère après. On le récupère parce que les choses vont beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins de problèmes, en particulier des problèmes de voisinage, en particulier ces éléments-là. Et donc, effectivement, ça nous demande de réfléchir différemment, ça demande aux équipes de réfléchir différemment. Et vous avez raison, ça met en cause deux sentiments, plutôt, à mon avis, c'est plus dans l'affectif, qui est la compétence de la part des agents, la légitimité de la part des élus. Voilà. Et donc, ça demande qu'on ait abordé très clairement ces sujets et mis en place l'accompagnement, les formations qui permettent de passer au-delà de ça, puisque moi, je crois que derrière ça, le projet, il sort avec une valeur ajoutée. Donc tout le monde, le territoire en sort gagnant, mais effectivement, il faut qu'on regarde là-dessus. Pour ce qui est effectivement du conseil de développement, enfin, nous on était sur un conseil de développement, voilà, qui était, je dirais, par cooptation entre les anciens, enfin, voilà, et en fait qui ne fonctionnait pas, pour être aussi clair. Donc là, on a tout remis à plat. On a fait une partie du conseil de développement, mais je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, une partie qui a été faite par tirage au sort. Donc on a fait un conseil de développement avec le même nombre que de conseillers communautaires. Pour nous, c'est 78. On a 43 communes, donc il y a 43 qui sont tirés au sort. Il y en a 35 qui sont ensuite sur candidature, qui nous permet d'avoir un conseil de développement parité pure. Voilà, donc de manière à ce que les choses soient très claires, 39. Et puis, on a été chercher après de la représentativité par les communes les plus importantes qui avaient dans les 35, qui étaient les plus machin, et puis aller chercher une représentativité un peu dans ceux qui étaient volontaires, une représentativité sur les âges et une représentativité sur les activités. Bon, voilà, donc ce qu'on a cherché à faire. Aujourd'hui, le conseil de développement, et c'est la question que vous posez, comment, donc ça, c'était sa composition. Donc derrière ça, le conseil de développement s'est organisé, auto-organisé. Nous, on l'a accompagné, mais c'est son règlement intérieur, c'est lui qui l'a fait, ainsi de suite. Nous, on avait mis effectivement des choses qui étaient des invariants. Voilà, donc on n'aborderait en conseil de développement que les sujets concernant l'agglo et les compétences de l'agglomération. Ça, c'était un point important. Et puis après le conseil de développement s'est mis en place. Et là, dans quelques semaines, je vous ai dit, on a mis dans notre gouvernance, on a mis en place des séminaires avec les élus, que ce soit les élus communautaires et les élus municipaux. Et puis le prochain séminaire, il y aura aussi, et donc là,
Ces séminaires sont sur la prospective. Donc, dans le projet, ce séminaire-là, il y aura aussi le conseil de développement. Et depuis la dernière réunion des rencontres apprenantes, le conseil de développement est venu, et a été invité pour la première fois. Ils sont venus, il y a un tiers des membres du conseil de développement qui sont venus à cette rencontre apprenante qui était sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc, on est en train d'intégrer complètement dans notre gouvernance le conseil de développement. C'est comme ça qu'on est en train de travailler. On a pris le temps. Je dis bien, les choses sont faites graduellement, qui ont été aussi de manière à ne pas avoir d'effet rejet par rapport aux élus, par rapport aux services. Donc on a pris le temps de former tout le monde de manière à ce que les choses puissent se passer dans les meilleures conditions. Et c'est marrant parce qu'on a hésité à mettre le CODEV dans la partie organisation ou dans la partie mobilisation. Donc en fait, c'est vraiment un très beau mixte entre les deux. Il y avait une dernière main levée là-haut. Si vous voulez bien, Victor, allez donner un micro par là-haut. Et puis ensuite, on passera aux questions de mobilisation. On sait que c'est assez central. Oui, bonjour à toutes et à tous. Claude Thomas, je suis maire d'un village de 1100 habitants, président d'une communauté de communes à côté de Nancy qui s'appelle Sey-Grand-Couronné, 19 000 habitants, 42 communes. Avant de commencer mon propos, d'abord, je voulais féliciter notre témoin d'avoir réussi quand même à embarquer des habitants sur le CRTE. Bravo. Parce que ça, je pense que c'est une vraie performance. Je voulais témoigner... Des fois, je m'en mords les doigts, parce que dans l'évaluation qui est complètement nécessaire sur l'efficacité, je ne suis pas sûr... Enfin, non pas de la concertation, mais du CRTE. Bon, et je voulais vous demander, le CRTE, c'est bien, on parle bien de la même chose, c'est pas l'acronyme d'un festival de théâtre, par exemple, c'est pas là-dessus que vous avez embarqué les gens. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Quelques témoignages, quelques échecs et quelques réussites. Quand j'ai imaginé m'embarquer dans une aventure municipale, je me suis dit que d'abord, ça devait se faire avec les habitants pour essayer de construire un projet, y compris dans un village de 1100 habitants. Donc j'ai l'habitude, avant chaque campagne municipale, déjà là, d'embarquer des gens 2 ans avant la date de l'élection municipale. Donc pour 2026, j'ai fait ma première réunion le 5 octobre, par exemple, pour essayer de construire un projet pour le village, mais pour parler au-delà du village aussi. C'est peut-être un premier point. Et à chaque fois, je trouvais que c'était une belle réussite. Et à chaque fois, quand même, je constatais à quel point, y compris les habitants dans mon village, étaient éloignés du fait politique. C'est-à-dire, j'ai des gens qui me disent on t'aime bien, mais en conseil municipal, on ne sait pas ce que c'est. Premier constat. Quand j'ai été élu maire en 2014, je me suis dit, avec l'équipe, on ouvre toutes les commissions. Le constat, c'est que ce n'est pas parce qu'on ouvre toutes les commissions qu'on a des bus et des bus d'habitants qui viennent se jeter dans les commissions. Là, je considère que c'est plutôt un échec. Alors, il y a 2 solutions. Soit ils me faisaient tellement confiance qu'ils n'ont pas jugé utile de venir me donner un coup de main. Soit, et je pense que c'est peut-être ça qui est plus inquiétant, je crois que les gens ont perdu l'habitude du débat. Je pense qu'on a de moins en moins de citoyens qui ont des codes aussi. Donc éloigné de tout ça, ça fait un peu peur d'ouvrir des commissions, par exemple. Donc c'est la question derrière de l'éducation. J'y reviendrai. En 2017, je suis élu président de la communauté de communes et on se dit avec l'équipe que ce serait bien de faire des rendez-vous du territoire régulièrement. On en organise 3 ou 4 par an sur un sujet ou sur un autre. Toujours la question éducative, avec l'idée d'informer, de former et de débattre. C'est-à-dire on a le format, on a quelqu'un qui vient causer d'un sujet, formation, information, et puis on en débat après. Voilà. Je pense que la question de la formation, elle est importante. Dans mon village, une réussite, on a travaillé sur la question de mon village en transition. On a réuni 10% de la population, donc un peu plus de 100 personnes dans un verger pour causer de ça, avec des tas d'ateliers. Et je veux le souligner, on a beaucoup travaillé avec la vie associative. C'est aussi des réseaux qui sont importants à mobiliser, je crois, quand on veut faire de la concertation. Je vais terminer sur les questions éducatives. À mon avis, il y a 3 pans dans l'éducation. Il y a l'éducation nationale,
à quel endroit dans l'éducation nationale on parle de territoire, on parle de communes. Il y a l'éducation populaire, qui est en difficulté, je crois, aujourd'hui, avec un manque de professionnels, par exemple, et puis qui a oublié un petit peu ce pourquoi elle existait. Et puis, il y a l'éducation politique. Quand on voit le taux de syndicalisation et le taux d'engagement dans les partis politiques, on peut s'interroger aussi. Parce que ce sont des espaces aussi où on donne l'habitude aux gens de débattre et de s'engager. Et puis la dernière question, et ça c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez... Après j'arrête, c'est promis. Est-ce que vous avez mis en place des outils d'évaluation, hein, parce qu'on vous entend plutôt satisfait de ce qui s'est passé, mais c'est quoi l'évaluation de ce que vous avez mis en place? Ça fait plus de citoyenneté, au-delà du nombre de personnes qui participent. On y arrive, effectivement. Non, non, vous vous en faites pas. On y arrive, effectivement. On va peut-être juste finir cette partie sur l'organisation. Marie-Catherine, tu voulais compléter avant de partir, s'il vous plaît, sur la mobilisation. Pardon. Excusez-moi. Oui, très rapidement, mais je pense que l'aspect de l'éducation, pour moi, est majeur. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est avec tous ceux qui devraient être là, que ce soit au niveau éducation nationale, que ce soit au niveau éducation populaire ou éducation politique. On est en difficulté partout. Et c'est un sujet, et je suis bien d'accord avec vous, c'est un sujet qui, pour moi, est un sujet limitant. Un sujet militant aussi pour moi, mais limitant aujourd'hui pour avoir un véritable travail autour de la participation. Parce que la participation, ce n'est pas simplement ce que l'on voit aussi, c'est la participation parce que j'ai un intérêt personnel dans ce que je vois. Je fais une déchetterie, oui, mais vous la faites juste à côté de chez moi. Je ne la veux pas là. J'ai besoin de déchetterie, mais je ne la veux pas à côté de chez moi. Donc, et là, on a... Et je n'ai pas de solution. Voilà, je suis véritablement... Enfin, le territoire sur lequel nous on est, je pense qu'on est aujourd'hui avec très peu de solutions par rapport à cet élément-là. Or, je crois que c'est un élément majeur. Et moi, je suis sur un territoire où on est sous-formé, sous-diplômé, zone rurale, et puis avec un très fort taux de vote pour le Rassemblement national. Donc, l'éducation est un vrai sujet sur lequel je pense que notre territoire est en échec là-dessus. Merci, M. Billery. Alors, deux éléments avant de passer sur la mobilisation. L'histoire du mandat de concertation, ce qu'on met en débat, si c'est confortable, c'est que ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est souvent inconfortable. C'est-à-dire que si ça ne vous gratouille pas, c'est que vous mettez en débat le papier peint, hein, la couleur du papier peint. Quand moi, je vois des projets d'aménagement de 400 logements et qu'on nous demande d'aller concerter sur les espaces publics, je dis quand même que c'est du pipeau. 400 logements, on peut dire, il y a 400 logements, c'est l'équilibre foncier et on a besoin de logements. Mais travailler sur la forme urbaine, travailler sur la forme architecturale, etc., ça demande à ce que les maîtres d'œuvre se disent « Ah ouais, on en rediscute de ça ». Ça demande à ce que les experts se disent « Ah ouais, on va rediscuter de plan de circulation ». Si vous trouvez ça super confortable, c'est peut-être que vous n'avez pas été gratté plus loin, suffisamment loin, si je peux me permettre de dire. Gratter les marges de manœuvre, ce n'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire. Donc il y a vraiment cette idée, on prend, on se dit, ça on ne peut pas revenir en arrière, c'est des décisions d'équilibre financier réglementaire, et ce qu'on met en débat, ça bouge, ça fait bouger un petit peu. Deuxième chose, sur la planification, puisqu'on voit qu'il y a très peu de planification, 19% des collectivités planifient, vous planifiez tous vos projets, toutes vos décisions, pas les concertations. Et donc, planifier la concertation, c'est se dire qu'est-ce que dans l'année à venir, et là avant la fin du mandat et dans le mandat suivant, quels sont mes projets, de quoi je dois décider et voir sur ces sujets si débat il y a. Sans planification, on fait les trucs au dernier moment et les équipes sont sous l'eau parce qu'on leur demande de faire le truc en 3 mois. Moi, j'arrête pas qu'on me demande de faire des trucs en 3 mois, et sauf si c'est des collectivités avec qui j'ai débossé, sinon je le fais pas. Parce que c'est du pipeau, en 3 mois, on ne peut pas mobiliser les gens et faire correctement les débats. Et ça, c'est la période qui fait ça, peut-être, mais les concerts en 3 mois, on en voit beaucoup. Donc la planification, ça vous sert aussi à organiser les moyens. Je me permettais de dire ça, on parle de mobilisation. Sur la mobilisation, quelques éléments. Donc
quand on a demandé à nos répondants ce qu'ils en pensaient, ils sont la moitié contents, la moitié pas contents sur le nombre d'habitants qui participent au débat. En gros, dans 70% des cas, ils ont le sentiment d'avoir développé des moyens, mais il y a beaucoup de moyens, mais qu'il n'y a que dans 50% des cas où ils ont le sentiment qu'il n'y avait pas suffisamment d'habitants. En termes de nombre de participants, 75% ont mobilisé moins de 100 personnes, la moitié moins de 50 personnes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En termes de mobilisation qualitative, une difficulté donc à avoir tout le territoire, c'est que dans 50% du cas qu'on a tout le territoire, 45% ils étaient représentatifs de la diversité, et dans 86% des cas, c'était des habitués des débats, des gens déjà impliqués. Monsieur et madame tout le monde n'y étaient pas présents. Je continue de façon un petit peu critique. Les acteurs, eux, étaient régulièrement impliqués, comme les conseils de développement. Et voilà donc très rapidement sur la mobilisation, et je reviendrai en complément de nos intervenants sur les outils. Et je précise qu'il y a 20 ans, c'était pire. Si je peux me permettre, c'était mieux avant. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce boulot. Il y a 20 ans, il y avait moins de personnes dans les débats, il y avait moins de démarches de concertation. Donc, c'est super mieux ce que vous faites aujourd'hui pour me souvenir de ce qui se passait il y a 20 ans. Merci pour ce mot positif. Et donc, sur cette mobilisation, on parle de qualité, on parle de quantité. Comment est-ce que ça se traduit sur les Couévrons? Vous avez ébréché le sujet tout à l'heure, mais vous allez sur une première strate de courrier pour aller vers quelque chose de plus permanent. J'ai spoilé. Donc effectivement, je disais tout à l'heure que pour le projet de territoire, on s'est posé la question de voilà d'atteindre les cibles. Et c'est une question qu'on se pose souvent quand on fait de la politique. On se demande à qui on parle. Hein, c'est quand même l'enjeu. Alors pour faire le projet de territoire et atteindre des gens, donc tirage au sort de 10% de la liste électorale dans toutes les communes. Donc chaque maire était chargé d'eux. C'est pas un service communautaire qui l'a fait, c'est chaque maire qui a fait son tirage au sort. Derrière, envoi d'un courrier personnalisé et proposition de réponse à un questionnaire en ligne. Donc l'idée, c'est que la première démarche, même si il y a toujours des limites, hein, de toute façon, à chaque phase, il y a une limite, hein, et qui fait qu'on n'est jamais sûr d'avoir un échantillon dignement représentatif de la diversité de la population et des opinions. Hein. Et c'est voilà. Donc le choix, c'était d'avoir un maximum de réponses de la façon la plus simple possible. Alors c'était en ligne, mais on peut aussi envoyer par écrit et donner ça à la mairie. Hein. Donc il y avait tous les moyens existés, mais le gros, la concertation et du rendu devait se faire en ligne. Sur cette base-là, proposition de participer aux premiers ateliers de construction du projet de territoire. Donc ça a plutôt fonctionné. On a eu beaucoup de monde, je crois qu'on était 250 au premier. Et donc, ce qui est pour une petite communauté de communes, enfin, comme nous, c'était très satisfaisant. En plus, on était juste avant le Covid. Après, on a fini pendant. On a fait des choses un peu à distance. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et après, derrière, c'est là que je vois que il y a la question de la mobilisation sur un one-shot. Alors, sur un projet, c'est un peu plus facile. Sur un projet de territoire, c'est plus compliqué. Quand sur un projet, je veux dire, sur une construction, sur quelque chose de dur, de tangible, c'est un peu plus facile d'aller chercher les gens. Et sur le projet de territoire, c'est un peu abscon. C'est pas le CRTE, mais moi, là, je vais le dire après, mais on peut même imaginer plus loin. Et suite au projet de territoire, on a recruté pour le CODEV. Le CODEV était au milieu, mais en termes quasiment de personnes qualifiées. Hein, pour être clair, ils étaient fonçants d'avance. Et on a inventé une strate, on ne l'a pas inventé, ça se fait ailleurs, mais c'est là qu'on a mis en place la notion de réserve participative, où on a demandé à des gens s'ils pouvaient laisser leur nom et que si sur tel ou tel sujet, on était bienvenu à aller les solliciter à nouveau. Et donc là, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est un gars qui maintenant est rentré dans le CODEV, et le coup du programme leader, ça l'a intéressé. Bon, bah, il vient de la réserve participative, il rentre par le CODEV, parce que c'est le leader qui l'intéresse, un truc aussi, on se demande, hein, mais comme quoi, il vient et il ne sera pas élu, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par être élu dans son village. Et après, l'enjeu, moi je pense que ça fait naître quelque chose, et l'enjeu, c'est la mobilisation sur le temps long. Parce qu'effectivement, sur un one-shot, on finit toujours par y arriver. Le temps long, c'est le problème des CODEV, c'est le problème de tous ces enjeux-là, c'est l'enjeu pour nous. Et c'est là que la culture de nos agents et de nos élus devient importante. Parce qu'en fait, il faut qu'à chaque fois qu'on pense quelque chose sur notre territoire, on se dise qu'on va essayer de tout faire ensemble. Je ne dis pas forcément de concerter au sens de on organise une concertation. Et les exemples qu'on a vécus cette année à travers deux projets que je veux citer,
c'est pas des projets en termes de participation citoyenne, mais on a fait un club 2024 qui a été une réussite dingue. Parce que nos agents, ils sont allés voir tout le monde de l'entreprise, les associations, et on a eu tout le monde chez nous pendant 15 jours. Nos agents, ils ont largement dépassé leurs fonctions. Ils ont peint les rues la veille jusqu'à 22h parce que de toute façon, c'était pas fait, que les services techniques, ils avaient autre chose à faire. Parce qu'ils avaient toujours autre chose à faire, les services techniques. Donc, c'est les agents chargés d'autres choses, de la mobilité, chargés d'autres choses qui ont pris les peintures et qui ont peint la ville. C'est pas une petite ville, donc voilà, qu'on fait le job. Et en même temps, ils ont agrégé tout le monde avec eux sur le projet d'après. L'autre chose qu'on a fait et qui fait qu'on fait vivre le projet de territoire, c'est pas l'évaluation, mais c'est du continuer à faire vivre, c'est qu'on fait une soirée des coévrons maintenant. On a une soirée des coévrons, une soirée du territoire où on récompense les acteurs du territoire. Et donc, donc on les récompense sur des thématiques qui correspondent aux axes du projet de territoire. Donc on a écrit des axes et sur la base de chaque axe, on sort des nominés chaque année. On peut voter en ligne pour voir qui on veut voir remporter le magnifique trophée des coévrons. Et on organise une grande soirée festive et conviviale le soir-là pour récompenser ces acteurs qui sont alors pour le coup de tout type de choses, parce qu'un projet de territoire, forcément, c'est le territoire à 360 degrés, donc des entreprises privées, du monde associatif, caritatif ou pas, culturel, etc., qui sont récompensés au cours d'une soirée, et on voit bien que c'est très convivial. Alors pour le coup, c'est mon évaluation sans... L'évaluation, celle qui est formelle, c'est celle du projet de territoire aussi. 3 ans après, on regarde les actions qui ont été faites, etc., qui n'ont pas été faites, mais c'est pas l'évaluation de la concertation en soi. L'évaluation de la concertation en soi, par nature, c'est compliqué. Est-ce que ça a été efficace, pas efficace, ça marchait, pas marché? Si le projet il sort et que tout le monde est content, on va se dire que ça a été fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué par nature et on est plutôt en moyenne pas très formé à ça. Donc c'est écrit partout dans les textes comme chez tout le monde qu'il faut évaluer. Je suis pas sûr que ce soit là qu'on soit le plus formel après et qu'on arrive à le faire. Mais voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup. Marie-Catherine, tu voulais compléter sur le tirage au sort? Ouais, je complétais juste techniquement sur la mobilisation. On parle de diversité et de nombre. Pourquoi? Tout simplement parce que les habitants ne sont pas des représentants des habitants. Si vous avez 15 personnes, ce n'est pas parce qu'il y a une nana de 59 balais qu'elle va me représenter moi, parce que j'ai 59 ans. Elle est beaucoup plus âgée que moi, si c'est le cas. Ce n'est pas parce qu'on a un jeune alibi de 20 ans qui représente. C'est vous, les représentants, les élus. Donc l'idée d'avoir du nombre, c'est de permettre d'avoir la représentation d'une diversité de points de vue. Donc des gens qui viennent de toutes les communes et des gens qui ne sont pas déjà impliqués. Le tissu associatif, le CODEV, par chance, on les a. Les corps intermédiaires sont en relation avec vous, octroyés. Donc l'idée, c'est comment on va chercher les autres. Les autres, si vous faites des flyers et des affiches, ça vous coûte des thunes et ça ne fait venir... J'allais dire que, non, je vais dire les vieux mal blancs, mais ce n'est pas le sujet, ça fait venir que les habitués. En gros, j'ai une affiche, je ne me déplace pas, parce qu'en plus, c'est du pipeau, les concertations, vous le savez tous. Donc ça, c'est les méthodes de communication générale. Et moi, quand je suis dans une collectivité, je bosse à une collectivité, disons que vous voulez 200 personnes. Combien vous avez d'habitués? 50. OK, vous avez 50 habitués. Il nous en faut 152. Il nous en faut 150 de plus. Et ces 150, il faut aller chercher avec des méthodes proactives. Les affiches et les flyers, ça coûte des sous, ça ne les fait pas venir. Les méthodes proactives, elles sont au nombre de 2. C'est les relais. C'est les assos, c'est les gens de terrain, c'est les maisons de quartier, c'est ces trucs-là qui vont permettre de dire à des gens, ça vaut le coup que tu viennes, des gens qui connaissent. Et la deuxième méthode qu'a évoquée le président, c'est le tirage au sort sur les listes électorales, qui ne peut pas être le seul parce que tout le monde n'est pas inscrit sur les listes, qui consiste à envoyer un courrier nominatif signé du président. Si le nom des gens n'est pas sur la boîte, sur l'enveloppe, si le nom des gens n'est pas en haut, si on n'écrit pas « vous avez tiré au sort, vous êtes attendu », ça ne marche pas, ça ressemble à un flyer. Si je reçois une lettre perso de mon maire, moi qui habite Saint-Denis, que je ne vais pas au débat, parce qu'en plus j'en anime, alors je n'y vais pas, mais si mon maire il m'écrit en disant « Madame, t'es attendue au débat », je me déplace. Et ça marche comme ça et les gens viennent. Et statistiquement, entre 4 et 12% des gens se déplacent quand ils reçoivent un courrier nominatif et 75% d'entre eux n'ont jamais participé à un débat. Et ça change tout. Je voulais rajouter ça parce que avoir des méthodes, si vous n'êtes pas convaincu, vous embêtez pas, continuez avec 20 personnes. Si vous en voulez 100,
On a mis dans le guide aussi cette méthode, ce que vous avez mis en place. Il y a moyen d'aller cranter des gens qui ne viennent pas habituellement au débat. C'était ça que je voulais évoquer. Merci beaucoup. Monsieur Billiri, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des gens qui viennent, du coup? Vous vous adaptez un petit peu? Oui, bien sûr. Il faut qu'on réfléchisse à savoir quelles sont la typologie des personnes que l'on souhaite avoir, comment on va vers elles, quel est le bon moment, quel est le bon endroit, pour lequel on se donne donc, parce qu'on va vers elles, on essaie de se donner toutes les chances de... Voilà. Alors, moi, je peux parler de choses qu'on a réussies et je pourrais parler aussi de choses qu'on n'a pas réussies. Voilà, donc il faut être très clair. Je peux parler sur un travail sur je disais, nouvelle déchetterie. On était vraiment intéressés à savoir quelle forme aurait cette nouvelle déchetterie. On a décidé de faire une journée grand test dans une déchetterie existante. On a averti très largement les choses. Et sur la matinée, alors que dans cette déchetterie venaient 250 personnes, sont venues 400 personnes. Voilà. Parce qu'on s'est adressé aux gens qui utilisaient la déchetterie et qui sont venus nous donner leur avis. Et donc, en fait, on avait trouvé le bon endroit. C'était le bon endroit pour aller les chercher. Et ce qui nous a véritablement servi sur le travail de la nouvelle, de la configuration de la nouvelle déchetterie qui ne serait pas au même endroit, mais voilà. Ça c'est vraiment parce qu'on avait trouvé le bon endroit. Je vais prendre un autre exemple. On a fait un travail sur feuille de route économique qu'on appelle Transition 2030. Et là, comment on associait les entreprises à ce travail-là. On a organisé une soirée en se servant de clubs d'entreprise, servant entre guillemets, en utilisant les clubs d'entreprise qui sont des clubs d'entreprise autour de clubs sportifs. Et on a organisé une soirée complète sur 5 heures avec une conférence qui a été donnée par M. Navi Radjou, qui est celui qui a conçu la frugalité économique. Donc une conférence d'1 heure, des témoignages derrière de chefs d'entreprise. Et puis on a fait ça, c'était pendant la Coupe du Monde de rugby, et on a fait ça après avec France-Uruguay qui avait lieu, et puis un repas. 450 personnes, 450 acteurs économiques étaient présents. Voilà, et ces gens-là, et là on a trouvé plutôt le bon moment. Parce que c'était des clubs d'entreprise qui étaient autour du sport. Voilà, on a trouvé le bon moment autour de ça. Et derrière ça, il y en a 200 qui sont inscrits dans le travail. Et on a fait une restitution, pas évaluation, une restitution. On peut parler de l'évaluation. Restitution du travail. On parlera de l'évaluation après. Restitution du travail. Et on a imaginé un autre événement où là sont venus 300 acteurs économiques. Voilà, donc on a réussi parce qu'on a trouvé, honnêtement, on a trouvé les bons moments pour pouvoir le faire. Et ce qu'on a imaginé pour les faire revenir, c'était une bataille des startups qui est un événement que l'on fait au niveau départemental. Je suis aussi vice-président du département au niveau départemental et on l'a amené sur notre territoire et on a amené 300 acteurs économiques là-dessus. Et donc, là, on a trouvé des bons moments pour pouvoir faire les choses. Donc, moi, je crois que quand on veut faire de la concertation, il me semble qu'il faut véritablement qu'on se pose toutes les questions. Voilà. Qui sont les gens que l'on veut, quand est-ce qu'on peut les amener, comment on peut les amener, quel est le moment, quel est l'endroit, et c'est pas une réunion publique. Voilà, c'est pas simplement je fais une réunion et puis je vais avoir du monde et si les gens ne viennent pas, c'est des cons parce que enfin ils s'intéressent pas à ce qui se passe autour d'eux. Je pense que nous on doit faire un gros travail autour de ça.
Ce qui, forcément, nous amène à devoir réfléchir. On revient sur le temps que ça prend, l'argent que ça prend, comment ces choses-là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour pouvoir véritablement faire en sorte qu'on ait réellement de la participation. Monsieur Ballandreau, oui. Un petit complément, et si vous voulez aller sur l'évaluation, parce qu'on se rapproche de la fin. Comme je suis nul en évaluation, je vais faire très court sur l'évaluation. Mais juste en termes de type ou de bon tuyau, nous, il y a un truc qui a vachement bien fonctionné, c'est l'atelier pendant une phase d'études et de prospection Petite Ville de demain. On avait un local vacant dans la rue de la Fontaine. La rue de la Fontaine, c'est la rue du marché. Le marché, c'est là où viennent plein de gens qui viennent pour plein d'autres trucs que de concerter. Donc en fait, là pour le coup, c'est un peu du hasard, du machin. Sauf que l'atelier, il est ouvert. Il y a toutes les feuilles où on a des plans qui peuvent faire peur à tout le monde ou qui peuvent donner envie à tout le monde. Et on a eu énormément de gens qui sont venus rentrer dans cette petite boutique et qui ont mis plein de post-it, etc., de façon très naturelle. Et là, pour le coup, des gens qui viennent d'ailleurs. La notion d'aller vers, elle est drôlement importante parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut prendre tout le monde par la main. Enfin, on se rend compte pour tout. Si on ne prend pas les gens par la main, on sait bien que c'est notre difficulté. Et il faut prendre par la main tous ceux qu'on a envie d'entendre parce qu'on ne les entend jamais. C'est ça le sujet. Donc le petit atelier, et ça, je le referai, je pense, à chaque fois. On l'a fait pour Petite Ville de demain et ça a permis de bien contredire les élus qui étaient pas en phase avec des trucs où en fait là, ils se rendaient pas compte que la végétalisation, machin, etc. Enfin, il y a des demandes qui sont bien supérieures dans la population qui était là que au milieu du cercle des élus. Pour dire ça. Demain, je rénove un quartier de gare. Je pense que j'aurai une maison de chantier au milieu qui parlera de ça, mais du reste aussi. Et demain, si j'ai des gros travaux sur ma basilique, parce que j'ai des gros travaux à faire un jour dessus, je suis sûr qu'au pied de la basilique, j'aurai un truc fermé où on peut s'offrir un café. Enfin, il s'agit d'être un endroit convivial. On prend un café, on prend deux madeleines, et puis on met des post-it et on s'enseigne sur ce qui se passe dans sa ville et on le commente. Donc, merci beaucoup. Monsieur Billiri, peut-être juste un petit mot. Moi, je trouve que tu as tout à fait raison. Il faut véritablement contrôler les lieux. Sur la déchetterie, on a fait au marché également un atelier ouvert pendant le temps de marché. Voilà, 80 personnes qui sont venues. On n'aurait jamais vu ces personnes-là. On ne les aurait jamais vues. Et dans les grands chantiers, on fait des cafés chantiers maintenant, juste pour amener la population le samedi matin à venir voir, à venir apporter des choses. Je crois que voilà, il faut véritablement être très ouvert là-dessus. Merci beaucoup Marie-Catherine. Alors je termine sur 2 éléments. On a parlé d'évaluation. Donc l'évaluation, dans 50% des cas, les répondants ont dit qu'ils l'ont fait en interne et que 25% des cas avec les participants, ça vaut le coup d'avoir un questionnaire. On en a mis un peu dans le guide, un questionnaire d'évaluation. Comme ça vous permet de tester des méthodes et de voir ce qui a satisfait les gens. Et la question des gens, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé, est-ce qu'ils ont compris les décisions, ça permet aussi de mesurer l'attention et ça permet d'évaluer vous-même ce qui a fonctionné ou pas. Et je termine sur un élément, parce qu'on avait vu ça. On parlait des formes de travail. Dans 74% des cas, il y avait une demande sur les formes de débat. La réunion publique n'est pas une réunion de concertation. Ça, ce n'est pas une réunion de concertation parce que vous ne bossez pas ensemble et qu'on ne vous pose pas des questions auxquelles vous répondez ensemble. Il y a des méthodes, alors il y a celle-là qu'on utilise beaucoup, qui est le format table-atelier. Vous mélangez les gens de toutes les communes différentes à chaque table et pas les potes ensemble. Vous obligez les gens à s'asseoir autour de table, vous leur posez des questions, vous les laissez bosser, vous ne mettez pas d'élus aux tables. Juste des gens, parce que sinon ils posent des questions aux élus ou aux experts. Ils bossent, super question importante, vous avez leur matière, et vous avez leurs propositions, et au moment de la restitution, vous faites la liste des propositions, vous nous avez dit ça, et les élus disent, ça on prend peut-être, on va l'étudier, et ça on ne le fera pas, voilà pourquoi. Et c'est des formes de débat qui permettent justement d'avoir de la proposition bossée entre les gens, et d'avoir une vraie matière que vous pouvez utiliser. La réunion publique, c'est des gens qui posent la question, 10% de la salle, et en général, ceux qui savent causer. C'était ma conclusion. Merci beaucoup. On va prendre peut-être 1 ou 2 questions et réflexions avant de laisser un petit mot de conclusion à chacun. On a pris 5 minutes de retard au début, on peut se permettre. Merci. Bonsoir tout le monde, Fabienne Savatier, je suis conseillère municipale à Paimpont, vice-présidente à Brocéliande Communauté. Moi, je me suis investie en politique parce que je viens du milieu associatif. Je suis un produit de l'éducation populaire, j'aime bien le dire comme ça.
Et j'ai été déçue parce que là, je trouve, et je vous entends, et j'ai juste envie d'aller habiter, en plus je connais bien Évron, dans vos collectivités. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais moi, je n'ai pas des élus, je n'ai pas un maire, et je n'ai pas des collègues qui sont convaincus par la participation. Donc, je suis encore plus déprimée, finalement, après qu'avant. Et je me dis que le premier challenge, c'est ça, c'est d'avoir un pilote ou des pilotes qui sont convaincus. Là, on en a. Et puis, parfois, moi, je n'ai pas cette... je ne vais pas dire cette chance-là, mais bon, voilà. En tout état de cause. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Je fais rien, j'attends que le mandat se passe. Il se trouve que dans notre intercommunalité, Brocéliande Communauté, la plus petite d'Ille-et-Vilaine, on est assez féru de participation. PLUI, participation. On a fait, en effet, des ateliers, je vous passe les différentes formes, des sondages. On a une forte participation. Du coup, on s'y est pris au jeu. On a fait pareil pour la mobilité, pareil pour la biodiversité, etc. Et puis sur la mobilité, on a proposé aux habitants par commune de faire des balades avec les habitants pour se poser la question de la mobilité dans nos bourgs. Alors moi, vous imaginez bien, avec mon attente depuis 2 ans de faire quelque chose sur cette question-là, 4 ans, pardon. Eh bien, j'ai eu du monde et c'était la commune où il y avait le plus d'habitants. Alors, je me dis, voilà, moi, je suis dans une commune où il n'y a pas cette culture-là. Il y a même une réticence. Mais parfois, l'interco, c'est l'endroit où on va pouvoir, en effet, faire de la mobilisation, faire de la participation. Et puis, elle a du sens parce que tout ce qu'on a fait dans cet atelier mobilité, ça a pu être réinvesti, malgré tout, par la commune. Et puis, ça avance. Donc, moi, je trouve qu'en effet, s'il y a un endroit encore intéressant à investir, au-delà de tous les autres intérêts de l'intercommunalité, c'est bien celui de la participation. Merci beaucoup. Et Marie-Catherine disait avec justesse, faites-leur lire le guide. Peut-être que ça peut marcher, ça peut faire avancer un peu les choses. Une dernière prise de parole, monsieur là-haut. Victor voulait bien monter sur... Ah non, Emma, vous faites la course. Merci beaucoup. Je suis Daniel Pédogère, conseiller communautaire de la communauté des communes des Luys en Béarn, une petite communauté des communes à côté de Pau. Voilà, juste une première chose, un témoignage. J'ai co-construit, on a co-construit un projet de rénovation de notre école. Il nous a été très difficile de trouver, à part les personnes, j'allais dire, qu'on avait, entre guillemets, présélectionnées, parce que ça touchait, en plus de l'école, ça touchait le bourg. Alors, les personnes qu'on a présélectionnées, si vous voulez, c'était l'enseignante, c'était la TSEM, c'était une personne qui travaillait aussi dans une autre école. Pour avoir des gens lambda, comme vous disiez, on a eu énormément de mal. On avait réussi à en convaincre un. Et bien, il est venu à une seule réunion, et après, c'était un parent d'élève. On n'a pas su faire de tirage au sort, mais ça nous a permis de co-construire. Pour vous dire l'intérêt de co-construire, ça a permis que les toilettes, suite au premier projet qui avait été présenté par l'architecte, elles ont traversé tout le bâtiment parce que celles qui allaient se servir des toilettes ont dit « nous, on ne les veut pas là ». Alors et ça aurait été, plus tard, ça aurait été très pénible à bouger si on avait dû le faire. C'est l'intérêt de la co-construction. J'ai une question. Vous avez prononcé, la dernière personne qui a posé une question a dit « PLUI ». Nous, PLUI, on n'a pas fait et on ne sait pas s'il fallait faire, j'allais dire, de réunions publiques, à part celles qui sont obligatoires, à part celles où beaucoup de choses sont déjà décidées. Je ne sais pas quelle est la réponse, s'il y a une possibilité. C'est peut-être un peu tard, parce que depuis le temps qu'on y est dessus. Mais bon, voilà, si quelqu'un a fait d'une manière où la population a pu participer, je serai preneur. J'ai vu tout le monde se remuer, mais peut-être Marie-Catherine. Simplement, dans le guide, on a fait une fiche spécifique sur les PLUI. Et oui, il y a beaucoup de collectivités qui vont au-delà de l'obligatoire en travaillant avec les habitants, les lycéens, les acteurs économiques. Donc, il y a bien des démarches de concertation qui sont faites par pas mal d'intercommunalités. Et avec cette méthode proactive, en fait, les gens, ça les intéresse vachement. Et si on est dans une logique prospective, moi je dis toujours qu'il faut mettre 25% des moyens dans la mobilisation, et c'est vraiment le cas sur les PLUI, mais on a proposé avec Intercommunauté de France une méthode un peu spécifique sur les PLUI dans le guide.
c'est le PLUI en soi qui n'est pas obligatoire, c'est une décision collective et elle a du sens, hein, elle a souvent du sens, mais il faut qu'elle ait du sens pour qu'elle soit prise. Et après, dans ce cadre-là, il y a surtout un devoir d'information qui est légalement, si c'est pas bien fait, qui est complètement... et il y a une phase de concertation, il y a des enquêtes publiques qui sont des phases de concertation en fait, hein, mais elles sont extrêmement administratives et très coupées de la réalité de nos concitoyens. Donc si tu veux bien la faire, et ben... Voilà, il vaut mieux la faire différemment et en mode concertatif vrai plutôt que pour de le faire. Mais il faut respecter le mode concertatif légal, et qui est très différent et qui veut dire autre chose en fait, hein, qui veut dire des grands plateaux avec des cartes grandes dans des communes de 200 habitants, machin, etc. Enfin, avec des mises à disposition de documents, etc., des moments concertatifs. Mais c'est toujours pareil, il faut s'emparer du réglementaire pour faire mieux. C'est ce que disait. Sinon, Merci beaucoup. Il faut faire les deux. On a ce qui est juridiquement prévu. Et puis, il y a, enfin, à mon avis, ce qui est politiquement nécessaire. Il faut absolument, à mon avis, faire les deux. Parce qu'on est quand même sur des projets engageant à 20 ans l'aménagement du territoire. Bien sûr qu'il faut faire le réglementaire, mais à côté de ça, il faut absolument, pour moi, intéresser d'abord la population à l'avenir de son propre territoire. Merci beaucoup. Un petit mot de conclusion. Alors, mon seul mot conclusion, c'est que dans ces temps troublés et pas toujours joyeux, eh ben, dans les débats, c'est des moments où on kiffe grave, et les gens aussi, et ça fait du bien de faire de la concertation. Voilà. Monsieur Villery. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est un vrai engagement et un vrai plaisir de travailler comme ça. Ça nous remet forcément en cause, mais ça nous enrichit et ça enrichit le projet. Merci, monsieur Ballandreau. Moi, mon mot, ce serait de dire munissez-vous d'un bon binôme quand même, technicien élu. Il peut y avoir un pluriel à technicien et à élu, mais il faut vraiment que ce soit cohérent. Donc ça veut dire former essentiellement. Et puis qu'effectivement, après, vous obtiendrez sûrement un résultat qui sera celui du territoire vraiment fait, vécu et de décisions acceptées par tous. On est sur l'acceptation de la décision politique. C'est ça l'enjeu du départ quand même, enfin, c'est un des enjeux auquel on est confronté aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous tous. Et puis on a de la chance, on finit sur l'apéritif des régions. Donc si vous voulez continuer à parler aux intervenants, il suffit de les suivre et on peut en parler avec un verre à la main. À tout de suite.